Le 21 janvier 1976, Air France opère le premier vol commercial sur Concorde. Il s'élance depuis l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vers Dakar, puis Rio. 50 ans plus tard, 5 salariés d'Air France racontent cet avion de légende dans un témoignage inédit. C'est aujourd'hui une nouvelle ère de l'aviation qui s'ouvre. C'est donc le sens de l'histoire, que les grandes capitales du monde, que les grands centres d'affaires soient dans l'avenir réunis par un réseau de lignes supersoniques. Il s'inclinait comme un petit avion de voltige. Pour la première fois au monde, nous aurons un vol transatlantique, commercial et supersonique. Au retour, les clients nous disaient que c'était trop court. C'était trop court. Vous êtes les 100 premiers passagers à voler au-dessus de la vitesse des son. Sur Concorde, quand vous ne savez pas quoi faire, passez en cabine avec du champagne. Bonjour. Bonjour Ben. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions pour Oui, toi. oui, beaucoup d'émotions. Ça me replonge 25 ans en arrière. Ouais. Je suis rentrée à la compagnie en 1996 D'accord. et au bout de 3 mois d'ancienneté, on m'a proposé de rejoindre le Salon Concorde. Alors, on avait une zone dédiée pour l'enregistrement des clients et de leurs bagages. Très exclusif. Très exclusif, exactement. Mais en même temps, à la vue de tout le monde, on était dans le hall du terminal A. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Les clients ensuite passaient les formalités seuls et arrivaient seuls au salon Concorde. Et Donc ensuite, il n'y avait pas une PAF dédiée ou des filtres absolument dédiés. pas. La fréquentation à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui également. C'était plus facile. Et ensuite, les clients, on les installait dans le salon. Et le salon faisait face à l'avion, en Alpha 20. Et le passerelle était juste là. Et ensuite, les clients embarquaient depuis le salon et se retrouvaient donc en passerelle et allaient à l'avion. Il y avait une proximité qui était vraiment incroyable. Et les clients qui prenaient le Concorde pour la première fois, j'imagine qu'il y avait un niveau d'attente. Oui, tout à fait. Oui. Ils pouvaient même signer leur baptême. OK. Ouais, ils étaient comme des enfants, avec des yeux émerveillés. Ils voulaient profiter de chaque instant. Et souvent, au retour, les clients nous disaient que c'était trop court. C'était trop court. C'était trop court. J'imagine que beaucoup des clients se connaissaient. Oui, les clients se connaissaient. On avait des clients fidèles, des clients habitués qui pouvaient prendre le Concorde toutes les semaines. Et ça, il y avait une reconnaissance mutuelle. Le vestiaire était fait avant. Et le vestiaire était fait avant. Le client arrivait au salon, on prenait son vestiaire, on le mettait sur le portant avec son numéro de siège. Et ensuite, l'équipage, au moment juste avant l'embarquement, venait chercher ce portant pour installer tous les vêtements dans l'avion. OK. Oh, totalement différent qu'aujourd'hui. Oui, complètement. On était vraiment sur l'exceptionnel. En fait, il y avait un client fidèle qui disait « ce n'est pas un vol, le Concorde, c'est une expérience presque spatiale ». Parce que c'était vraiment, on l'appelait le bel oiseau, c'était pas pour rien. Et j'imagine l'attente dans le salon avec les clients était totalement différent. C'est pas comme s'ils montaient sur un avion subsonique. Oui, c'est vrai ce que tu dis. On le voyait dans les yeux des clients, un émerveillement. En fait, ils se préparaient pour vivre cette expérience. Et le fait que le salon soit face à l'avion, en fait, les clients pouvaient admirer jusqu'à l'embarquement l'avion. Avec tout ce qui pouvait se passer sous l'avion, le chargement des bagages, il y avait une vie, c'était les gens aussi curieux qui voulaient voir l'avion. Et l'embarquement commençait combien de minutes avant le vol? On embarquait 35 minutes à peu près avant. En fait, il y avait 100 places, il y a 100 places à bord. On embarquait assez rapidement du fait que justement les clients embarquaient depuis le salon et se retrouvaient tout de suite en passerelle à l'avion en moins de 5 minutes. Bon. Excellent. Donc on va monter avec le reste de l'équipe pour vraiment voir l'expérience totale. Allons-y.
va se faufiler dans le cockpit. C'est assez exigu, il faut faire attention à ne pas se cogner. Hop. Oh, waouh! Ça, c'est incroyable, ça. Ouais. C'est vraiment incroyable. Attention à la tête ici. C'est vraiment tout petit. C'est un très vieux cockpit conçu dans les années 60 avec que des instruments analogiques qui sont très très différents de nos beaux écrans aujourd'hui. Incroyable, ça. Ouais. L'idée qu'un non-pilote peut s'asseoir ici. Je sais, quand j'ai visité ce musée plusieurs fois, on n'avait pas le droit d'entrer ici. C'est de la chance, ah bah oui, on a un grand privilège aujourd'hui. Donc, explique-moi, durant le décollage, ça descendait, Tout n'est-ce à pas? fait. Ouais. Ce que tu vois, c'est en deux parties. Donc là, il y a une verrière qui va se coller au nez, qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité ici. Mais il y a encore le nez. Et ensuite, il y avait plusieurs positions. On baissait le nez pour le décollage. Je ne me souviens pas exactement les degrés, mais mettons 7 degrés pour le décollage. Et pour l'atterrissage, de 11 degrés. 11 degrés. Parce que l'avion, il approchait à 11 degrés d'assiette. Et si nous, on voulait voir la piste, il fallait cette mécanique qui n'était pas sur les autres avions, évidemment. Et donc, il y avait le deuxième OPL qui était assis juste derrière nous. Non, c'était un mécanicien navigant. Un mécanicien, ouais. OK. Oui, c'est ce qu'on appelait l'équipage A3. Sur les vieux 747 aussi, jusqu'au 400. Ensuite, le 400 était le premier à 747 à équipage A2. Ouais. OK. Ouais. Parce que là, tu vois, comme tu le vois, il avait énormément de travail, le mécanicien navigant. Et OK, quand toi tu pilotais cet avion, tu arrivais combien de temps avant le vol? On préparait le vol 2 heures avant. D'accord. Mais ensuite, on pouvait. Le mécanicien venait 1h45 avant. Okay. Le commandant de bord venait 1 heure avant. Et moi, je venais 20 minutes avant parce que sinon, je gênais. Le mécanicien, il avait beaucoup de prévol à faire. Il prenait ma place. Okay. Et donc, moi, j'arrivais. C'était très. Par rapport aux autres avions, tout était différent. On arrivait à 3 différents, alors que sur 747, on arrivait les 3 en même temps. Parce qu'il n'y avait pas cet aspect de manque de place. Emer de lac, emer flight. Off, arm, foot nav, on. Engine flight waiting. Behind. Throttle master. Internet. Auto ignition. Auto manette. On. Engine waiting mode. Robine HP. Shut. Dégivrage, réacteur, voilure et entrée d'air. Off. Et donc, la durée du vol était quoi? 3h30? 3h15. OK. Pour aller à New York, ouais. Et le vol était quotidien, 11h le matin. Oui, tout à fait. Durant le vol, par exemple, vous sortez des sièges 1, 2 fois, 3 fois. Oui. Et vous mangez ici? On mangeait ici, comme dans les autres avions. On mangeait ici. Dans les autres avions, tu sais, les PNC te demandent quand tu veux manger. Ouais. Sur Concorde, pas de temps. 1 heure après le décollage, ils te servaient à manger. C'était tout le temps la même chose. Et parce que moi, le copilote, par exemple, j'avais du travail jusqu'à 1 heure. Parce qu'on voulait savoir exactement si on avait la panne d'un moteur, si on pouvait aller à Boston ou à New York, etc. Et même la panne de 2 moteurs. Donc moi, j'avais beaucoup de travail d'une façon graphique. Il n'y avait pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Et donc, j'avais du travail jusqu'à 1 heure de vol. Et là, on avait 1 heure pour manger. Et ensuite, il fallait préparer la descente. Qu'est-ce que je comprends, même dans les années jusqu'avant que l'avion ait été retiré, il y avait toujours des passionnés qui entouraient la piste pour voir le Concorde. Tout à fait vrai. Le décollage et l'atterrissage, partout au monde. Partout. Parce qu'à New York, il venait en bateau, puisque le Kennedy est entouré d'un bras de mer. Et donc, il faisait les photos du bateau. C'est là qu'il pouvait approcher le plus des seuils de piste. Et à Roissy, ils étaient sur les talus, partout, avec des téléobjectifs, tout le temps, à chaque vol. Tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce que je sais, et peut-être je me trompe, que c'était nécessaire de couper les afterburners pour réduire le bruit. Le bruit, tout à fait. Et qu'est-ce que tu peux m'expliquer comment ça... Oui. Alors, l'avion, donc les postes combustion étaient indispensables à cet avion parce que tu rajoutais presque un 5e moteur en poussée. D'accord. Mais ça consomme énormément de carburant. Donc on ne pouvait pas le garder tout le temps. Donc tu
tu les mettais au décollage, donc tu arrachais les 185 tonnes de l'avion. Et ensuite, je me souviens pas, mais mettons vers 1000 pieds, tu les coupais. Ok. Et là, tu avais un avion qui montait pas beaucoup. Il montait à 800 pieds minutes et on faisait l'anti-bruit comme ça, des virages très doux pour voilà. Et ensuite, quand on était plus haut, on remettait non pas la post-combustion, mais on mettait vraiment à fond. Ok. Et là, on allait chercher une haute vitesse déjà, parce que comme je te l'ai montré tout à l'heure, il y a une aile toute petite sur cet avion qui lui permet d'aller à Mach 2. Mais quand à faible vitesse, elle porte pas beaucoup cette aile, donc il faut beaucoup de vitesse pour la. Et le croisière, c'était à quoi? 60 000 pieds? On finissait à 60 000 pieds. Donc on allait au Havre à 29 000 pieds, puisqu'on ne pouvait pas passer le mur du son avant le Havre. Et ensuite on accélérait, et là on remettait la post-combustion pour franchir le mur du son jusqu'à Mach 1,7. Donc on passait le mur du son vers 35 000 pieds, et on atteignait Mach 2 à 45 000 pieds. Et ensuite, on avait liberté de manœuvre pour une croisière ascendante jusqu'à 60 000 pieds, au fur et à mesure que l'avion s'allégeait. Et qu'est-ce que je comprends, la turbulence n'existait pas après une certaine hauteur. Croisait. Alors, il y avait deux aspects, c'est-à-dire qu'avec la toute petite aile, tu sais, tu montais dans la turbulence, ça faisait clac, clac, comme une voiture de sport, pas beaucoup de turbulence. Et de toute façon, nous, après, on n'en avait plus. À 45 000 pieds, tu n'as plus de turbulence. Donc, tous les passagers pourraient être debout, pas de problème, pour avoir l'air ouvert. Tout à fait. En main. Ouais. Oh, ça, c'est vraiment incroyable. Mais quand j'ai vu l'avion, parce que moi, j'étais aux États-Unis et au Canada durant cette époque, j'ai vu les avions décoller de JFK et souvent, ils faisaient un tour immédiatement après le décollage. C'était quoi? C'était la procédure anti-bruit à New York. Je ne sais pas si tu te souviens, on a... Donc le 21 janvier 1976, on a fait Dakar-Rio, parce qu'on était interdit de New York à l'époque. Et il a fallu plus d'1 an. Il y a eu un procès, enfin une commission. Et puis donc, et British Airways et Air France ont présenté à la Port Authority une procédure anti-bruit qu'on a mesurée, etc. Mais elle était très compliquée. Très compliqué. Pour nous, les pilotes, c'était vraiment... on la prenait au simulateur et tout, elle était très compliquée, mais elle a produit son effet sur le bruit et après, on nous a acceptés à New York. Et j'ai vu les anciens réseaux de cette époque. Il y avait des vols à Washington, à Dallas, à Caracas, à Mexico. Donc il y avait un réseau, mais j'imagine qu'il n'y avait pas assez de passagers. Tout à fait. Mais à la fin, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de vols affrétés. Oui. Et donc toi, j'imagine, tu as piloté plusieurs de ces vols. Oui, tout à fait. On faisait des boucles. Alors, il y avait des tours du monde. D'accord. Tour du monde? Oui, tour avec du monde. Combien d'arrêts? Combien d'escales? Je me souviens pas. Il y avait une dizaine d'escales, ça durait 28 jours. 28 jours. 28 jours, et ça faisait le tour du monde. C'était un affrètement, enfin, des gens... ça coûtait cher, évidemment, mais... Qui avaient du temps. Qui avaient du temps. Et puis, on faisait aussi ce qu'on appelait des boucles, c'est-à-dire Roissy-Roissy. On décollait avec l'avion plein, sans passagers, mais on était beaucoup plus léger que le New York. Et on allait, pareil, sur la Manche, passer le mur du son, et on faisait le tour de la Bretagne, et on revenait à Roissy. Et les gens, ils avaient juste pour l'expérience, bu un peu de champagne et Mach 2. Et puis ensuite, on faisait un petit cocktail où les pilotes étaient à leur disposition pour répondre à leurs questions. C'était très, très sympa. Très, très sympa. Il a passionné beaucoup de gens. Tous les gens qui ont, je parle des pilotes, des PNC, des mécaniciens. Il a fédéré beaucoup d'énergie et de passion, cet avion. Et c'est tellement joli, l'avion, à l'extérieur et à l'intérieur. Il est photogénique, il est amusant parce que c'est comme si un designer avait fait un dessin très joli, alors qu'il n'est dessiné que par les contraintes techniques. Donc, c'est une jolie idée, quoi. Le résultat a été très joli, alors que c'est que de la technique. Et mais quand tu pilotais cet avion,
qu'est-ce que tu penses pour être mieux fait ou est-ce que c'est déjà parfait? Est-ce que tu as vu... Moi, je le trouvais parfait, encore une fois, avec les contraintes qu'il avait. Ouais. Par exemple, on avait les premières commandes de vol électrique. D'accord. Par exemple, si tu te souviens tu m'as dit de les voir virer rapidement, il avait très peu d'envergure et des commandes de vol électrique. Il s'inclinait comme un petit avion, comme un Cap 10, un petit avion de voltige. Hein. Vraiment, il était très agréable à piloter. Et puis, par ailleurs, alors après, il y avait les accélérations et les vitesses, et là, il fallait l'apprendre. Enfin, ça allait 2,5 fois plus vite qu'un autre avion. Donc tout ça, on mettait 100 heures de simulateur pour apprendre, et l'aile delta, les spécificités de l'atterrissage. Il était compliqué, mais on faisait des stages très longs pour y arriver, quoi. La prouesse de cet avion, c'est d'avoir démocratisé le supersonique, c'est incroyable. Et la cabine se chauffait, n'est-ce pas? Oui. L'avion, t'as un échauffement cinétique. Donc, par exemple, sur un avion subsonique, c'est une trentaine de degrés quand même. Mais à Mach 2, c'est 180 degrés, l'échauffement. Donc, tu es dans de l'air à moins 60. Donc, ça fait à peu près 120 degrés sur la peau de l'avion. Et c'est un avion en aluminium, enfin en alliage d'aluminium, et les ingénieurs avaient dit maximum 127 degrés. Il y avait un agrandissement et oui, une... tout à fait. C'était... Oui. À 127 degrés, l'avion, c'était une vingtaine de centimètres. Vingtaine de centimètres? Oui, quand même. Donc les ingénieurs l'avaient prévu, les tubulures hydrauliques étaient concentriques avec des joints comme ça. Okay. Et puis ce qui était rigolo, tu vois, derrière le panneau mécanicien, tu ne peux pas mettre la main là. Et en croisière, tu pouvais la mettre. Donc c'était là qu'on démontrait ce point. Centimètres, c'est incroyable. Ouais. Regarde, merci. Merci à toi. Ok, wow. C'est beau. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Beaucoup d'émotions de venir, de retrouver le Concorde, magnifique. Et donc toi, tu as pris ton premier vol Concorde en 1992. 92. Et c'était un rêve de voler sur le Concorde, vraiment une passion pour toi, ou ça arrivait plus tard? Ah non, il fallait être très motivé, il y avait des entretiens avant de pouvoir être recruté sur Concorde. C'est une vraie volonté. Et oui, on se préparait, c'était beaucoup de... Comment dire? C'était une reconnaissance aussi. Ok. Et quelles étaient les vraies différences en termes de prestations et services à bord et méthodes entre un vol subsonique et un vol supersonique? Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place et qu'il fallait être très organisé avec des produits d'exception, avec du homard, c'était les mets les plus fins. Ce qui faisait beaucoup la différence, c'est qu'il y avait systématiquement du caviar, des pots de 30 grammes et la cave de vin est exceptionnelle. J'ai apporté des menus. Les vins étaient vraiment extraordinaires. Donc, tu as gardé tout ça? Oui. Ouais, c'était des menus qui ont été dessinés par Christian Lacroix, Monsieur Christian Lacroix, et sur les 5 continents, et qu'on offrait aux passagers. Alors, si vous voulez, pour commencer, quelques petits canapés riches. Ensuite, je vous ai sélectionné 3 entrées riches en couleurs, parmi les plus jolies, et également les plus prestigieuses. Par exemple, un caviar servi avec une salade forestière. Donc, il y avait quelques choix. Ensuite, un gâteau au chocolat, salade de fruits, café. J'ai vu, le vol était seulement 3h30. Oui. Pas beaucoup de temps. Et donc, il y avait 4 PNC dans la cabine et 2 stewards en avant et stewards en arrière. Exactement. Et donc, le galet en avant, c'était uniquement pour... Pour la première cabine de 40 passagers. D'accord. Et derrière, elle était moins remplie parce qu'il y avait un engouement pour les passagers adoraient. C'était une marque de reconnaissance d'être placés dans la première cabine. Aussitôt que l'avion était au niveau de croisière, que tout le monde se connaissait et circulait dans la cabine. Exactement. Pour parler à leurs collègues ou leurs Exactement. amis.
Et comment est-ce que vous faisiez votre service quand tout le monde était debout? Bon, on s'est débrouillé. De toute façon, ils voyaient très bien lorsque nous étions en cabine avec les voitures, on s'arrangeait. Mais des passagers jouaient aux cartes ensemble. C'était souvent des amis, beaucoup de gens, des dirigeants d'entreprises, etc. se connaissaient, des politiques, ils se connaissaient et donc ils jouaient aux cartes. Et vous étiez combien qui faisaient partie de l'équipe de PNC qui était dédiée au Concorde? Il y avait une centaine de stewards et hôtesses Concorde et 15 chefs de cabine. Okay. On se connaissait tous. Oh, j'imagine. Oui. Et donc à l'escale à New York, vous restez combien de temps? Nous restions jusqu'au vol du lendemain. D'accord. 24 heures. Donc pas de décalage d'heure, parce que c'était... Oui, mais ce qui était incroyable, c'était lorsque nous décollions à 11h, on arrivait à 8h à New York. On avait toute une journée. En fait, c'était surtout pour les passagers, c'était incroyable. Oui, on gagnait du temps. Mais avec une durée de vol qui était si petite, tout le monde mangeait? Non, beaucoup de passagers décidaient de manger que le caviar. D'accord. Et goûter les vins qui étaient juste exceptionnels. Tu es installé aujourd'hui donc au 23 Alpha, bravo exactement. J'ai eu l'envie de travailler, de faire ce métier. La première fois que j'ai pris l'avion, j'ai grandi, moi j'ai eu la chance de grandir en Amérique du Sud, notamment au Brésil. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour rentrer du Brésil. On était parti en bateau. Et à l'époque, le vol d'Air France s'arrêtait à Dakar. Faisait São Paulo, Rio, Dakar, Paris. Et à l'escale à Dakar, on a entendu un très très gros bruit. J'avais 5 ans et l'hôtesse m'a dit « Regarde, c'est le Concorde qui décolle ». Et j'ai regardé le Concorde décoller de Dakar et j'ai dit « Ça me parle ». Voilà. Donc c'était... Ouais. Cet âge-là jusqu'à aujourd'hui. Oui. 28 ans d'ancienneté aujourd'hui et voilà. Ça te plaît toujours. Et je suis toujours ce petit enfant de 5 ans qui regarde le Concorde décoller. Voilà. Ça, c'est déjà tout en place. Donc on a mis en place une tablette avec tous les éléments de la vaisselle qui était complètement exclusif au Concorde. Comme tu peux le remarquer, il y avait un liseré bleu sur le côté des assiettes, du bol, ça c'est le bol à salade, l'assiette à pain, l'assiette d'entrée, le roulet de couvert et les verres, voilà. On avait, à l'époque, les 2 verres étaient des verres semblables, mais avec l'hippocampe qui te tient à cœur. Et comme tu remarques, sur le liseré bleu, on le disposait toujours de façon à ce que le liseré bleu fasse le C de Concorde. On avait également un saleron et un poivrier qui ne sont pas là, mais on les disposait sur la tablette de façon à reproduire l'encoche de la moquette de André Putman. Ce que nous avons cherché dans cette décoration avec André Putman, c'est vraiment à montrer l'autre face de l'avion supersonique. Et la séquence du service, c'était quoi exactement? Alors la séquence, ça commençait dès le sol, c'était non-stop. Hein. Il y avait une fois que les clients avaient été accueillis au sol par les équipes de Laetitia, que tu as vu tout à l'heure, ils étaient même précédés par leur vestiaire, puisque au salon, ils confiaient leurs vestes, les housses, sur un portant. Et le portant arrivait à bord, je sais pas, 9-10 minutes peut-être avant les clients. Et il y avait ensuite on formait une chaîne humaine depuis la porte d'entrée, la porte 1 gauche, où le chef de cabine accueillait le portant. Et on se passait les housses et les cintres jusqu'au milieu de cabine en porte 2, où là on avait le vestiaire. Jusqu'à 100 passagers. Voilà, exactement. Okay. Vestiaire qu'on restituait ensuite à l'arrivée à destination au roulage. Et les coffres sont tellement petits. Oui, c'est ça. Mais là on voit que tu avais déjà pris Concorde, puisque tu as trouvé... Une seule fois. Tu as trouvé tout seul comment ouvrir le coffre à bagages. Tu peux pas mettre beaucoup de choses ici. Ouais. Et donc la charge maximale, 16 kg. C'est ça, c'était une autre époque. Les gens voyageaient plus légers, surtout les clients Concorde. Et j'imagine ces clients-là, ils étaient vraiment habitués à des standards tellement élevés dans les restaurants où ils allaient. Ouais. Oui, ils étaient surtout habitués à notre attention qui était constante. On était constamment en cabine, c'était du non-stop. Hein. C'était, de l'entrée jusqu'à... ensuite, il y avait les ventes à la place. On offrait aussi des certificats de passage du mur de son. J'imagine, ok. Ouais, on était en fin de vol. Non-stop, 3h45. Est-ce qu'il y avait des enfants parfois? Oui. Très rare.
Non, ça arrivait de temps en temps, effectivement, oui. Qui était, bon, en fait, c'était que des enfants, hein, parce que même les plus habitués, ils étaient toujours émerveillés par le Concorde. Hein. D'ailleurs, ça fait partie. Toi, tu as des images sur ton iPad. Ah oui, tu vas je peux te montrer effectivement des exemples de mise en beauté de cet avion. Et j'ai commencé à être steward sur Concorde. J'avais juste l'ancienneté pour pouvoir postuler. Tu vois, voilà, on faisait une mise en beauté sur peut-être 2 tablettes comme ceci. Et ça, c'est quoi là? Alors, ce sont des truffes au chocolat. Ça, c'était un petit portfolio, des stylos qu'on offrait aux clients également. Ils avaient du papier à lettres, qui était du faux papier à lettres. Enfin, c'était du vrai papier à lettres, mais des faux timbres. Mais des clients nous confiaient généralement, parfois nous confiaient leur courrier avec le timbre, en pensant qu'on allait donc les poster par la suite. Donc, on le confiait à nos collègues. Évidemment, on postait le courrier. Ça, c'est juste... Ça, c'est voilà. Donc ça, c'était durant un vol Exactement. Quand la cabine s'agrandit. Avec la dilatation, on voyait les compartiments bagages qui s'écartaient. Tu parlais des fusées tout à l'heure. Voilà, et c'était possible de voir, tu avais de visibilité de ces réacteurs dans les galets en arrière? Oui. Ok. Oui, et d'ailleurs, lors des premiers vols, c'est ce qui nous faisait le plus, qui nous étonnait le plus, c'est que au travers des joints des portes, on voyait l'extérieur. Donc, donc au roulage, sur mon premier vol, j'ai dit aux collègues, mais là, je vois le tarmac, est-ce que c'est normal? Il me dit, oui, t'inquiète pas, c'est quand même un avion très particulier. Une fois qu'on aura décollé avec la dilatation, tout se rejoint. Voilà. C'est juste, tu vois, les galets. C'est tellement petit. Donc c'était pas possible d'avoir plus qu'une personne. Non, c'est ça. Le but, c'était vraiment de rendre les collègues en cabine suffisamment autonomes pour qu'ils n'aient jamais à rentrer dans un galet. Il y avait certains clients qui voulaient boire le champagne durant la totalité. À tout temps. De toute façon, sur cet avion, comme disaient les chefs de cabine, j'ai Laurence en tête qui nous disait « Sur Concorde, quand vous ne savez pas quoi faire, vous prenez un plateau et vous passez en cabine avec du champagne. » Et qu'est-ce que je comprends, c'est vous avez changé en uniforme à bord de l'avion. Oui, exactement. Nous, les stewards, on se changeait, même on mettait le nœud papillon et le Spencer qu'une fois après avoir décollé. Ok. Voilà, donc on faisait l'accueil en uniforme classique, on va dire, et avec la cravate. Ouais. Et une fois qu'on avait décollé, hop, on enlevait la cravate, on mettait nos papillons. C'était assez facile à faire, donc voilà. Et puis ça faisait son effet, effectivement. Et donc c'était un veste différent. Oui, le Spencer, qui, contrairement aux apparences, n'est donc pas blanc, puisque nous disions que nous avions un Spencer beurre frais. Okay. Voilà, tu vois la différence par rapport au tétière un petit peu. Il fallait qu'il reste immaculé, donc on en avait toujours 2. On avait une housse, exactement, pour toujours avoir, si jamais il y avait la moindre tâche, pouvoir être impeccable, du début à la fin, tout en manipulant. Alors, on était au galet, mais on manipulait le galet, les cassolettes, etc. Mais on était en Spencer, évidemment. Il fallait que les clients nous voient tout le temps, comme ça. Et effectivement, les clients qui étaient souvent debout parce qu'ils se connaissaient, alors hormis certains qui, je pense par exemple à Thierry Mugler, qui voulait tout le temps être installé en deuxième partie de cabine. Lui faisait partie de ceux qui ne souhaitaient pas manger, mais il voulait 2 pots de caviar. Okay. Il avait cette habitude, on le savait, puisqu'on avait un carnet de préférences, l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos préférences clients. À l'époque, en briefing avec le CC, donc le chef de cabine, nous disait, aujourd'hui en pré-pile, on va accueillir un tel, une telle, etc. Tu parles pas de papier. Exactement. Pas le cabin pad. Voilà. Et donc, on alimentait ces préférences, nous, au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure de ce qu'on faisait remonter comme information. Et on savait que pour une telle, elle aurait voulu sa théière, donc on lui préparait sa théière. Thierry Mugler, donc pas de prestation, mais 2 pots de caviar, etc. C'était comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait des clients qui dormaient un petit peu ou jamais? Ça arrivait, oui. Je repense à certains qui faisaient un peu comme ça, là, voilà, qui baissaient le siège et qui souhaitaient, on leur installait évidemment une couverture pour pouvoir se reposer. Excellent, merci. Je t'en prie, merci à toi. Raphaël, bonjour. Bonjour Ben. Ça va? Ouais, bien. Ça, c'est une expérience particulière pour toi, j'imagine. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, effectivement. 1989, mon entrée dans le monde de l'aéronautique après mes études d'aéronautique. Et donc, j'ai arrivé jeune mécanicien, évidemment, avec la chance et le privilège de devoir pu commencer sur Concorde. Donc, immédiatement, tu étais... Immédiatement, en sortie d'école, j'ai commencé en tant que très très jeune
Alors on était évidemment un tout petit groupe au niveau du Concorde avec beaucoup d'expérimentés, des mécaniciens, des techniciens qui connaissaient extrêmement bien et qui nous formaient par un système de parrainage extrêmement important. Et c'était un rêve pour toi de bosser sur le Concorde? L'aéronautique au global était vraiment un rêve pour moi. Maintenant, Concorde, c'était un petit peu la chose auquel on rêve, mais on se dit, ok, c'est pas grave, on le fera pas. Et puis, c'était une chance de pouvoir l'intégrer directement. J'ai encore en tête mes parrains qui m'ont vraiment tout appris sur cet avion. J'ai fait pratiquement 7-8 ans de technicien Concorde. Et donc, explique-moi une journée typique pour toi durant cette époque. On travaillait en 3877, encore maintenant, les mécaniciens travaillent en 3877 pour assurer toujours la continuité en fait, des opérations. En général, on récupérait l'avion au niveau du Concorde de la F001 qui revenait de New York plutôt vers les 17h30, 17h40. Et puis en fonction de ce que nous avaient laissé en fait, les navigants techniques, différentes pannes ou problématiques qu'ils auraient pu avoir, on était en charge jusqu'au lendemain matin, 11h, de faire partir la 002 et de préparer en même temps un avion de réserve, parce que ça, on avait la chance. Donc chaque jour, il y avait une réserve. Chaque journée, on avait la 002 et la réserve à préparer pour s'assurer de respecter cette fameuse D0 qui nous tient tant à cœur maintenant, mais là-bas, c'était vraiment le Concorde doit partir à l'heure, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai vu des images aussi qu'il y avait 2 avions à New York, donc toujours un avion de réserve là-bas aussi. Pareil, il y avait des inversions de flux en permanence. Le Paris-New York, tous les jours, 3h30. À chaque fois, c'était un challenge de se dire il doit partir à l'heure. Quelques pièces détachées, quelques fois qui nous manquaient, mais là, c'était vraiment très important de respecter en permanence. J'aurais presque envie de dire cette partie d'excellence, de se dire on a assuré en fait tous ces départs les uns derrière les autres. Et quelles étaient les choses particulières qui étaient nécessaires de faire sur cet avion vis-à-vis un des avions classiques qu'on a aujourd'hui, un subsonique? Très très particulier, on a toute cette partie de la gestion moteur qui était quand même très particulière. On avait 4 moteurs Olympus 593, donc en gros ça a des poussées moteurs à 15 tonnes, ce qui reste un classique. Mais malgré tout, il fallait, sur un moteur classique, on ne dépasse pas le Mach. Et donc, en fait, en termes de gestion de flux d'air, c'est tout de suite un tout petit peu plus simple à gérer. Alors que sur cet avion, on est obligé d'avoir des entrées d'air à géométrie variable pour venir casser l'air et faire un passage d'un Mach 2 à un Mach 0,5. Sinon, en fait, on avait un pompage moteur, mauvaise gestion de l'entrée d'air. Donc, les entrées d'air, c'était quelque chose d'extrêmement particulier. C'est pas vraiment le classique de maintenant, avec juste un bout d'aluminium et un flux d'air qui doit être fluide. Là, on avait vraiment une gestion et on était quelque part considéré comme un mécanicien aguerri quand on savait expliquer à nos pairs, les plus anciens, comment fonctionnait le système. C'était le truc. Si on savait expliquer ça et le circuit carburant, ça veut dire qu'on n'était déjà pas trop mauvais, qu'on avait une belle expérience sur Concorde. Pour remplir l'avion avec du carburant, ça prenait combien de temps? On en avait pour une bonne heure et demie. Oui, parce qu'en fait, ça marchait. Il y a 13 réservoirs en fait, sur un Concorde. Et en fait, on a besoin d'envoyer ce carburant. Donc c'était beaucoup de manuels. On avait un peu d'automatisme, mais il y a quand même beaucoup de manuels. Et en fait, on devait surtout remplir l'avion de façon réfléchie, mais en même temps homogène. Parce que sinon, en fait, on faisait basculer l'avion. Ah, j'imagine. Oui, c'était... en permanence, on avait un œil sur le compas de train avant. Et en fait, en permanence, on devait vérifier de ne jamais arriver dans la zone rouge, parce que sinon, en fait, ça voulait dire qu'on faisait basculer, alors qu'il y avait les opérations de chargement, les passagers, ainsi de suite. Donc, en permanence, on surveillait. On avait une sorte de petite plateforme à l'arrière qui empêchait justement l'avion il venait se poser légèrement sur la plateforme. Et donc, on cherchait en permanence le point d'équilibre. Ouais. Quelles sont tes mémoires les favorites? Les départs, c'était toujours des très très grands moments. On avait toujours ce souci, on était 3-4 autour du départ. Et en fait, c'était vraiment une très petite équipe. Un Concorde, c'est 80 mécaniciens environ. C'est un chiffre à peu près, mais c'était vraiment une très petite équipe. Et on était en permanence en relation avec le navigant pendant le départ. Il y avait vraiment cette équipe qui devait, tous ensemble, les navigants commerciaux, techniques, la mécanique au sol, tous ensemble, on faisait partir l'avion. Donc, en permanence, on leur a expliqué, attention, là, on est en train d'encore travailler là-dessus. Et ils nous faisaient confiance. On n'avait pas encore le H-65, on devait avoir quitté l'avion. C'était vraiment une petite équipe au service d'un avion particulier. Les assistants avions dégagent l'ensemble des escabeaux. Les derniers passagers
finissent d'embarquer. À H-5, la mise en route va démarrer. Les mécaniciens au sol se mettent en place pour le rituel de la mise en route des réacteurs. La passerelle est retirée, les portes fermées. Les derniers bagages qui ont été installés dans les soutes, chargés dans les soutes, les portes de soute sont également fermées. Et à H-3, la mise en route des réacteurs se produit. Et de qu'est-ce que je comprends, la ponctualité était incroyable. Oui, C'était il fallait 11 heures. 11 heures. Et à cette époque, c'était encore le mécanicien qui repoussait l'avion. Et donc, on faisait le départ au bloc, on repoussait l'avion avec un tracteur. Et c'est nous qui amenions l'avion en fait, au milieu. On se repoussait et on retirait la broche de sécurité du train avant et on leur montrait, on leur signalait qu'on part bon vol, messieurs, et à bientôt au retour. Et c'était que les techniciens qui faisaient ça. Et c'est uniquement sur le Concorde que c'était fait comme ça? Oui. Merci pour toutes ces explications. C'est extraordinaire de parler de ça juste en dessous le Concorde, donc tout en couleur Air France toujours. Donc merci. Merci Ben. Nous espérons que votre voyage a été agréable et que nous aurons le plaisir de vous revoir prochainement sur les lignes d'Air France et sur Concorde. Au revoir. Oh, quelle expérience aujourd'hui. Merci à vous tous devant cet merveilleux avion. Quelle mémoire. Exceptionnel Oui. de faire revivre ce moment. Avec vous tous. Non, vraiment, merci. C'était un plaisir. Partagez ça avec tout le monde.